L'histoire de la Commune de Paris a duré 73 jours, 2 mois et demi. C'est court, mais extrêmement violent pour les femmes et les hommes qui ont connu cette lutte fratricide entre fédérés et Versaillais. La Commune de Paris a laissé une trace indélébile dans l'histoire des Français. C'est un terrible affrontement entre deux mondes. Un pays conservateur et résigné après la défaite face aux Allemands en 1870 et une population, parisienne en l'occurrence, qui veut une révolution et une république assez utopique et qui aussi incarne un romantisme fou. Il faut comprendre le contexte. Napoléon III a été fait prisonnier par les Prussiens, à qui il a déclaré la guerre, à Sedan le 2 septembre 1870. Paris est assiégé. Un siège terrible dans cet hiver particulièrement rigoureux. Souvenez-vous, on va même manger les animaux du zoo. Gambetta quitte Paris en ballon pour rejoindre Tours et tenter de rallier une armée pour se battre en vain. Thiers choisit donc la capitulation. Une capitulation humiliante qui va coûter à la France l'Alsace et la Lorraine. Non, les Parisiens, exaltés par d'ardents révolutionnaires, ne vont pas accepter la fatalité dictée par les Versaillais. La ville s'insurge et prend les armes. On appelle ça une guerre civile. Elle sera courte, on l'a dit, et terrible. Officiellement, 17 000 morts dans les rangs communards, sûrement beaucoup plus, sans compter les milliers de déportés en Nouvelle-Calédonie. La répression a eu la main lourde et le cœur impitoyable. C'est sur cette île du Pacifique, à 20 000 km de la France, que subsistent les traces les plus parlantes de la Commune de Paris, la Nouvelle-Calédonie, là où furent déportés les insurgés survivants après la défaite. Ils étaient typographes, maçons montés du Limousin, journalistes ou forgerons, tanneurs ou teinturiers, ouvriers, ébénistes, charpentiers, mécaniciens, comptables, soldats fédérés dans la garde nationale, tous condamnés pour avoir rejoint, après la capitulation française face à la Prusse, en 1871, la cause de la Commune. De leur passage ici, sur l'île des Pins, ne restent que les vestiges de quelques bâtiments et ouvrages d'art, les ponts, la route, le château d'eau, la prison. Dans le cimetière des communards reposent plus de 400 insurgés. Avant de quitter l'île, les survivants de la déportation érigèrent un monument du souvenir. Prisonnière elle aussi en Nouvelle-Calédonie, l'institutrice Louise Michel sera la dernière à rejoindre la France, après l'amnistie de 1880. Lorsque Napoléon III déclare la guerre à la Prusse, le 19 juillet 1870, il ne sait pas encore qu'il signe la fin de son règne. La guerre sera sans merci. L'armée impériale française ira de défaite en défaite. Le 2 septembre 70, c'est la chute de Sedan qui entraîne la capitulation de Napoléon III. L'empereur est fait prisonnier avec 80 000 hommes. 500 canons sont pris par l'armée prussienne qui progresse vers Paris. À l'annonce de la défaite de Sedan, le peuple de Paris manifeste devant le palais Bourbon. La déchéance du Second Empire est acclamée. Vive la République! Vive la République! Chantons la liberté, défendons la cité. Marchons, 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 marchons sans souverain. Le peuple aura du pain.
À l'hôtel de ville, Jules Favre proclame la République. Un gouvernement de la défense nationale est constitué sous la présidence du général Trochu. Mais les événements vont s'accélérer car les Prussiens sont aux portes de la capitale. Le 19 septembre commence le siège de Paris. Il allait durer 138 jours. Gambetta quitte Paris en ballon à destination de Tours pour tenter de lever des armées en province, en vain. Guillaume Ier s'installe à Versailles le 5 octobre. 3 mois plus tard, il s'y fera proclamer empereur. Le siège de Paris va être cruel pour les habitants de la capitale. Durant cet hiver rigoureux, alors que les défaites dans l'Est se succèdent, on meurt de faim dans les faubourgs. Tout ce qui est mangeable est mangé. On va jusqu'à tuer les pensionnaires du parc zoologique. Mon ancêtre s'appelait Pierre-Antoine Dallotel. Il a le même nom que moi, c'est bizarre. Alors cet ancêtre a été officier fédéré, donc dans la garde nationale. Cette garde nationale, en fait, s'est constituée après le 4 septembre, qui a vu l'effondrement du Second Empire. Et très bientôt est devenu tout à fait populaire. Avant, c'était juste des bataillons bourgeois qui étaient là pour assurer l'ordre. Mais là, dans le contexte, disons, d'invasion du territoire, les ouvriers de Paris ont réussi à faire créer tous ces bataillons. Et bientôt, il y a eu 300 000 hommes. Il faut dire qu'il y avait un très fort patriotisme aussi dans ces couches populaires. Et d'ailleurs, ils ont commencé à faire des souscriptions pour des canons. Sursaut patriotique. Les recrues des bataillons de la garde nationale vont élire leurs officiers et ont fait venir des ports de l'Atlantique les batteries de marine et leurs artilleurs. De Normandie et de Bretagne, de Lorient, Brest ou Cherbourg, tous sans trompette ni tambour, nous partions pour faire campagne. Nous laissions des êtres chéris, pourquoi ce refrain vous l'explique? Les marins de la République défendaient les forts de Paris. Fin octobre, les mauvaises nouvelles s'accumulent. À la capitulation du maréchal Bazaine, à Metz, succède la défaite de l'armée française dans les combats du Bourget. Le 31 octobre, un mouvement insurrectionnel éclate dans plusieurs villes du Midi et à Paris. Des bataillons bellevillois, conduits par Gustave Flourens, s'emparent momentanément de l'hôtel de ville. En novembre et décembre, plusieurs tentatives de sortie pour briser le siège de la capitale se solderont par des milliers de morts. Il en sera de même le 10 janvier pour la sortie de Buzenval. Ce sont les gardes nationaux qui constituent l'essentiel des forces. Et malgré les premiers succès de l'offensive, les généraux ordonnent la retraite. L'exaspération face à la conduite de la guerre atteint son paroxysme. Portés par des rumeurs de capitulation, d'autres manifestations insurrectionnelles échoueront, comme celle du 22 janvier 1871, alors que les Prussiens bombardent Paris. Enfin, le 26 janvier, l'armistice est signé à Versailles. Les conditions de la capitulation sont humiliantes. Bismarck exige des dommages de guerre, 5 milliards francs or, la cession de l'Alsace-Lorraine et l'organisation d'élections législatives qui auront lieu le 8 février. Pour le peuple de Paris, il s'agit d'une véritable trahison. Le 29 janvier, les Allemands prennent les forts, entourant la capitale. Le 8 février, les élections donnent une large majorité aux ruraux et aux monarchistes. À Bordeaux, où l'Assemblée nationale est réunie, Adolphe Thiers est élu chef du pouvoir exécutif de la République française. Il signera avec Bismarck les préliminaires de paix le 26 février. Ultime humiliation enfin avant de laisser l'Assemblée nationale siéger à Versailles, Bismarck exige une parade
des troupes allemandes sur les Champs-Élysées, le 2 mars. Les Parisiens couvrent la ville de drapeaux noirs. Pour chanter Veni Creator, il faut une chasuble d'or. Pour chanter Veni Creator, il faut une... La condition ouvrière est pénible pour tous ceux qui n'ont que les bras pour survivre. Germinal et les Misérables se vivent chaque jour dans le Paris des faubourgs populaires. Les enfants travaillent à partir de 8 ans jusqu'à 15 heures par jour. Chez les ouvriers considérés comme une classe dangereuse, les insurrections des canuts de Lyon et les journées de juin 48 sont encore vivantes dans les esprits. Durant le siège, les clubs révolutionnaires se multiplient. On y dénonce l'incompétence des généraux. On y parle de révolution sociale, de république universelle et d'égalité. Nombreux sont les ouvriers à avoir rejoint l'Association internationale des travailleurs fondée en 1864 par Karl Marx. Beaucoup parmi eux se retrouveront élus de la Commune et les idées socialistes portées par Proudhon, l'auteur de la formule « La propriété c'est le vol », font leur chemin. Il en est de même pour les idées de l'infatigable révolutionnaire Auguste Blanqui. Voilà notre ami Blanqui. On va dégager un peu son visage. Blanqui, il mérite quand même qu'on s'occupe de lui, qu'on ne le laisse pas dans l'ombre ou sous 3 mètres de neige, parce que c'est un personnage dans l'histoire du mouvement révolutionnaire français. L'enfermé, comme on a dit. Alors il s'est mêlé à... C'était un insurrectionnel, sans aucun espèce de doute. Et il pensait, comme d'ailleurs tous ses lieutenants, à la construction de barricades. Mais il a quand même passé beaucoup d'années de sa vie en prison. Et puis il n'a pas eu tellement finalement de satisfaction. Plus de souffrance pour la cause du peuple que de plaisir. À la veille du 18 mars, Thiers fait emprisonner Blanqui. Il placarde dans tout Paris une déclaration. Des hommes mal intentionnés, sous prétexte de résister aux Prussiens, se sont constitués les maîtres d'une partie de la ville. Ils montent la garde, vous forcent à la monter par ordre d'un comité occulte. Que les bons citoyens se séparent des mauvais, qu'ils aident à la force publique au lieu de lui résister. Parisiens, vous nous approuverez de recourir à la force, car il faut, à tout prix, que l'ordre, condition de votre bien-être, renaisse entier, immédiate, inaltérable. Le lendemain, ces généraux tenteront de reprendre les canons que les Parisiens ont mis en lieu sûr, comme ici, sur la butte Montmartre. Dans l'aube qui se levait, on entendait le tocsin. Nous montions au pas de charge, sachant qu'une armée en bataille nous attendait au sommet. Nous pensions mourir pour la liberté. Nous, morts, Paris se fut levé. Les foules sont quelquefois l'avant-garde de l'océan humain. Toutes les femmes étaient là, montées en même temps que nous, je ne sais comment. Entre nous et l'armée, les femmes se jettent sur les canons, les mitrailleuses. Les soldats restent immobiles. Tandis que le général Lecomte commande « Feu sur la foule », un sous-officier sortant des rangs crie « Crosse en l'air ». Les soldats obéissent. La révolution était faite. À l'annonce du coup de force de Montmartre, se dressent dans toute la cité des barricades où flotte le drapeau rouge. Les généraux Lecomte et Thomas sont fusillés. Les canons sont déplacés, mis sous surveillance de la population et de la garde nationale. Les bataillons de cette garde nationale, issus de toutes les couches sociales, se sont fédérés et ont élu un comité central quelques jours plus tôt. Alors que les partisans de Thiers se sont regroupés à Versailles, c'est le début de la Commune, un espoir qui va vivre durant 73 jours. Les petits hommes qui gouvernent, ils font la pluie et le beau temps. Ils ont de l'or et des casernes, mais leur pouvoir n'aura qu'un temps. N'écoutez pas les tortionnaires, trahir n'est pas dans leur mandat. Vous n'êtes pas des mercenaires, mais des Français peuplés soldats. Gloire au grand jour de la Commune, peuple et soldats main dans la main. La République énorme est une, celle du peuple souverain.
le 18 mars, c'est un mélange justement de colère patriotique, puisque on pensait qu'il aurait été possible de continuer la guerre contre la Prusse et qu'il y a eu cette capitulation honteuse de la part du gouvernement. D'un autre côté, dans les rangs de cette garde nationale, du comité central, il y avait des révolutionnaires, des socialistes et des collectivistes authentiques, qui eux souhaitaient effectivement la révolution. Et finalement, il a été décidé de faire des élections qui ont eu lieu donc le 26 mars. Citoyens, nous allons céder la place à vos élus et à vos nouveaux mandataires réguliers. Ne perdez pas de vue que les hommes qui vous serviront le mieux sont ceux que vous choisirez parmi vous, vivant de votre propre vie, souffrant les mêmes maux. Défiez-vous autant des ambitieux que des parvenus. Évitez ceux que la fortune a trop favorisés, car trop rarement celui qui possède la fortune est disposé à regarder le travailleur comme un frère. Si vous tenez compte de ces observations, vous aurez trouvé des mandataires qui ne se considéreront jamais comme vos maîtres. Vive la commune! Le 28 mars, la proclamation de la commune fut splendide. Les baïonnettes s'inclinaient devant les drapeaux rouges qui, par faisceaux, entouraient le buste de la République. Tout fut grandiose dans ce prologue de la commune, dont l'apothéose devait être la mort. Pas de discours, un immense cri, un seul. Vive la commune! Le voilà, regardez, il flotte et fièrement il bouge. C'est l'empli au combat préparé. Osez le défier, notre superbe drapeau rouge. Aux yeux du sang de l'ouvrier, aux yeux du sang de l'ouvrier. Les hommes que les électeurs parisiens enverront siéger à la commune sont d'une grande diversité professionnelle. Nombre d'entre eux sont issus du comité central de la garde nationale fédérée, tel Gabriel Ranvier, artisan décorateur élu du 20e arrondissement, Émile Duval, ouvrier fondeur, élu du 13e, ou encore Eugène Varlin, ancien relieur devenu contremaître, élu du 6e arrondissement. Les premiers décrets donnent le ton, remise totale des loyers, moratoire des échéances commerciales, suivront l'abolition des privilèges des officiers publics et la gratuité des actes administratifs. La séparation de l'Église et de l'État et la confiscation des biens des congrégations religieuses interviendront dès le 2 avril. Là, on est devant la rangée des communards, des socialistes. Il y a tout un tas de gens célèbres. Ah bah tiens, voilà justement Benoît Malon. Alors, Benoît Malon, élu du 17e arrondissement, et un des grands animateurs de la commission du travail et de l'échange, qui était pour ainsi dire le ministère du travail de la commune. C'est la seule commission qui a fait réellement quelque chose de socialiste sous la commune, parce qu'ils ont essayé de mettre en œuvre le décret du 16 avril qui prévoyait la confiscation des ateliers abandonnés par les patrons pour les remettre aux chambres syndicales, c'est-à-dire aux travailleurs. Pendant qu'à l'hôtel de ville, la commune vote ses premières décisions, à Versailles, Thiers reconstitue une armée avec la complicité des Prussiens qui libèrent les prisonniers français. Parmi les chefs militaires de la commune, Duval, Eudes et Flourens décident alors une sortie pour briser l'armée de Versailles. Mais sans préparation suffisante, ni la confidentialité nécessaire. Par la suite, certains ont voulu sortir, effectivement, pour aller à Versailles essayer de disperser l'armée qui se reconstituait là-bas. Mais il était peut-être un peu tard et c'est ce qu'on a appelé la sortie d'avril. Donc, dans un parfait désordre, la garde nationale est sortie en plusieurs colonnes pour se diriger vers Versailles. Et là, malheureusement, on n'a pas pu faire véritablement front aux soldats de l'armée régulière. Duval
s'est fait prendre au plateau de Châtillon et fusillé sur l'ordre du général Vinoy. L'autre chef aimé du peuple, Gustave Flourens, s'est fait prendre à Châteauroux. Et il a été assassiné. Gustave Flourens, il est très intéressant, c'est un intellectuel qui a enseigné, comme son père, au Collège de France, et puis qui a quitté sa situation fortunée pour venir justement à Belleville, où il logeait rue des Pyrénées dans un 2 pièces minable. Et donc il est devenu finalement le héros de Belleville. Alors qui était Flourens? C'était un révolutionnaire du style 19e siècle garibaldien. Donc il s'était intéressé à toutes les révoltes en Europe. Et puis il est revenu à Paris lorsque le 4 septembre. Et tout de suite, il a voulu faire la République universelle. Et bientôt, la Commune. A été très aimé donc dans le 20e. Et on le suivait. La sortie des 2 et 3 avril est donc un échec sanglant. Versailles, en l'occurrence le marquis de Gallifet, fusillera les prisonniers fédérés. La Commune répondra aussitôt par un décret sur les otages qu'elle détient. Considérant que le gouvernement de Versailles foule ouvertement aux pieds les droits de l'humanité comme ceux de la guerre, qu'il s'est rendu coupable d'horreurs dont ne se sont même pas souillés les envahisseurs du sol français, la Commune de Paris décrète toute exécution d'un prisonnier ou d'un partisan du gouvernement régulier de la Commune de Paris sera sur le champ, suivi de l'exécution d'un nombre triple des otages retenus. La Commune repoussera l'application de ce décret jusqu'à son dernier jour. Les premières défaites des communards vont conforter l'offensive versaillaise dès le 11 avril. Asnières, Courbevoie et Boulogne sont conquises, Paris est cerné. Au nord et à l'est par les Prussiens, à l'ouest et au sud, face aux communards, par l'armée versaillaise. Dans Paris assiégé, la vie s'organise. Après la fuite des fonctionnaires pro-versaillais, les élus de la Commune remettent en marche l'énorme administration parisienne, comme les postes ou les chemins de fer. La Commune votera l'interdiction des amendes sur les salaires dans les ateliers et administrations, la suppression du travail de nuit des ouvriers boulangers, la restitution des objets de moins de 20 francs mis en gage au mont-de-piété. La Commune désigne des élus à la tête de 9 commissions. Le Hongrois Léo Frankel s'occupe du travail, Francis Jourde des finances, Eugène Proto de la justice et Édouard Vaillant de l'enseignement. Cette dernière commission doublera le traitement des instituteurs, instaurera l'égalité avec les institutrices et travaillera à la promotion de l'école laïque. Citoyens membres de la Commune, nous demandons énergiquement que des écoles professionnelles et des orphelinats laïques soient immédiatement établis en place des écoles et orphelinats des ignorantins. Nous voulons pour tous l'instruction et l'État. Que les champs ne soient plus engraissés de sang, ni la boue des trottoirs pleines de prostituées. Au nord-ouest, les combats se fixent à Neuilly, défendu par le général polonais Dąbrowski. Comme lui, nombreux sont les étrangers à avoir rejoint la cause de la Commune, polonais, russes, allemands, italiens, belges, hongrois. Considérant que le drapeau de la Commune est celui de la République universelle, considérant que toute cité a le droit de donner le titre de citoyen aux étrangers qui la servent, la Commission est d'avis que les étrangers peuvent être admis. La liberté d'expression permet à l'effervescence révolutionnaire de se répandre. Cependant, le 18 avril, on interdira les journaux pro-versaillais. De grands journalistes comme Félix Piat siègent à la Commune. Les journaux sont plutôt très nombreux sous la Commune. Alors, il y en a absolument de toutes sortes. Bon, le plus célèbre, naturellement, est celui de Vallès. Et ce cri du peuple était vendu à 100 000 exemplaires, c'est dire. Mais c'était... on va prendre à l'autre bout de la hiérarchie. Le journal Le Prolétaire
s'est mis à contester justement ces journaux qu'il trouvait trop commerciaux, comme le Cri du Peuple, et il y en avait d'autres. Et il a parlé des fracasseurs de phrases, car le Cri du Peuple, on peut y trouver pas mal de bobards militaires, pas mal de fausses informations qui finalement trompaient le peuple. Alors que par exemple ces petits journaux de quartier étaient plus à la base et plus à l'écoute du peuple. Pendant que les caricaturistes s'en donnent à cœur joie, le peintre Gustave Courbet est élu à la Fédération des artistes. D'autres peintres célèbres tels Corot, Daumier ou Manet rejoindront la cause communaliste. On voulait tout à la fois, art, science, littérature, découverte. La vie flamboyait. On avait hâte de s'échapper du vieux monde. La commune représente un moment où la parole se libère, si bien que les clubs se mettent en place, parce qu'ils trouvent la commune élue un peu trop mollasse, comme ça a été dit, et donc ils s'emparent des églises. Les élus n'aiment pas du tout ça. Et eux qui allaient dans les réunions publiques avant, ils ne vont quasiment pas dans les clubs. Parce que ces clubs, c'est ce qu'on a appelé la démocratie directe. Donc ils sont interpellés de la part de publics assez nombreux. Si on prend l'exemple du Club des prolétaires qui s'installe dans 2 églises dans le 11e arrondissement, à Saint-Ambroise et Sainte-Marguerite, bon voilà 2000, 3000 personnes. Un public qui est dominé en nombre par les femmes qui sont terriblement intéressées à la commune et qui avaient des choses à dire. Elles commencent même à se faire nommer dans les bureaux, etc. Depuis le 18 mars, les femmes, même si elles sont exclues des élections, ont également leur club et leurs oratrices telles André Léo, Nathalie Lemel et surtout Elisabeth Dimitrieff. Cette dernière est russe, elle n'a que 20 ans lorsque Marx l'envoie à Paris en 1871. Elle sera membre du comité exécutif de l'Union des femmes et contribuera à l'organisation des ateliers coopératifs. Elisabeth Dimitrieff se battra sans répit pour l'égalité des sexes. Si l'égalité entre les 2 sexes était reconnue, ce serait une fameuse brèche dans la bêtise humaine. En attendant, la femme est toujours le potage de l'homme, comme disait le vieux Molière. Les plus avancés d'entre les hommes applaudissent aux idées d'égalité des sexes. J'ai pu remarquer cependant que malgré eux, et par la force de la coutume et des vieux préjugés, les hommes ont l'air de nous aider, mais se contentent toujours de l'air. Les femmes ne mendieront pas leur place dans la commune. Elles sont cantinières, cardeuses de matelas, relieuses, ouvrières, mais aussi combattantes dans les bataillons fédérés. Toutes seront très actives au sein de l'Union des femmes pour la défense de Paris et les soins aux blessés. Leur devoir est de penser sur le lieu même du combat les blessures faites par les balles empoisonnées de Versailles. De prendre, quand l'heure l'exige, le fusil comme les autres. Leur droit, et elles ne l'oublieront pas, c'est dans le cas où, ce qui peut arriver, la réaction triompherait quelque part, de mettre le feu aux poudres. Car, quelque place que ce soit, la révolution ne doit pas être vaincue. Alors que les combats font rage autour de la capitale, les francs-maçons tenteront une première conciliation entre Paris et Versailles le 21 avril, échec. Devant l'intransigeance de Thiers, les loges vont rejoindre massivement la commune 10 jours plus tard, où nombre de leurs frères sont déjà engagés, tels Simon Meyer ou Gabriel Ranvier. Ranvier, on l'appelle toujours le maire du 20e, parce que sous le siège, bon, il avait été donc élu, mais plus ou moins invalidé. C'était un porcelainier, hein. Donc, où il était ouvrier en porcelaine ou petit patron, enfin petit entrepreneur. Donc on lui a créé les pierres enduits. Donc le 26 mars, il est également élu. Alors l'intérêt de Ranvier, c'est on dit qu'il est blanquiste. C'était surtout un militant révolutionnaire qui organisait les manifestations pour la paix, juste avant la guerre contre la Prusse. Il est franc-maçon, ce qui n'est pas rien, puisqu'il y avait une franc-maçonnerie assez importante dans Paris. Et on sait que dans les élus de la commune, il y en avait une vingtaine. Il fait partie des organisateurs de la fameuse manifestation du 29 avril, qui va du centre de Paris jusqu'au rempart. Il était dit que si une seule balle touchait les bannières,
tout le monde irait au combat. Je pense que les francs-maçons qui ont été au combat, c'est ceux qui y étaient déjà, quoi. Fin avril, les délégués de province acquis à la commune expliquent l'incompréhension des ruraux sur les événements parisiens. Alors, la commune, sous la plume d'André Léo, adresse un manifeste aux paysans de France. Frère, on te trompe. Nos intérêts sont les mêmes. Ce que je demande, tu le veux aussi. L'affranchissement que je réclame, c'est le tien. Voilà près d'un siècle, paysans, pauvres, journaliers, qu'on te répète que la propriété est le fruit sacré du travail et tu le crois. Tous les jours se sont passés la bêche ou la faucille à la main de l'aube jusqu'à la nuit. Et tu n'es pas riche cependant. Et tu n'as même pas un morceau de pain pour ta vieillesse. Cela n'est pas juste. Et voilà pourquoi Paris s'agite, réclame, se soulève et veut changer les lois qui donnent tout pouvoir aux riches sur les pauvres. Ce que Paris veut, en fin de compte, c'est la terre aux paysans, l'outil à l'ouvrier, le travail pour tous. Le 9 mai marque un tournant important. Après 2 semaines de combats acharnés, les Versaillais s'emparent du fort d'Issy, puis de celui de Vanves et de leurs canons. Ils les exposeront comme trophées à Versailles, avant de s'en servir contre les Parisiens. Pendant ce temps, les communards décident d'actions symboliques comme la destruction de la chapelle expiatoire de Louis XVI, finalement épargnée, ou encore celle de la maison de famille de Thiers dans le quartier Pigalle. Et surtout, le renversement de la Colotte Vendôme, symbole des empires passés et des guerres contre les peuples. La cérémonie se déroule sous les acclamations de la foule. Versailles accusera plus tard le peintre Gustave Courbet d'avoir été à l'origine de cette destruction. Des sous-comités d'arrondissement avaient pris de leur côté des initiatives semblables comme celui du 11e qui, symboliquement, brûle la guillotine place Voltaire. La commune, au début, c'est une révolution. Donc il faut changer le monde, comme on dit. En fait, la commission exécutive qui se met en place est un gouvernement traditionnel, en réalité. Par exemple, la commission des finances est tout à fait respectueuse de la Banque de France. Où d'ailleurs, elle envoie un de ses membres, le doyen de la commune, Charles Bellet, qui était un ancien patron du 11e arrondissement. Et il va protéger la banque des incursions de gardes nationaux fédérés, qui arrivent de temps en temps pour s'en emparer. C'est pareil, il a les mêmes approches en ce qui concerne l'argent, la Banque de France. Ils ne veulent pas toucher à ça. En revanche, la commune va s'affirmer clairement contre l'Église et les caricaturistes de l'époque brocarderont en permanence les ecclésiastiques. Le mouvement communard, il est réellement anticlérical. Parce que l'Église s'était compromis avec le pouvoir, d'une part, et puis on sait qu'il y a eu le syllabus qui condamnait le socialisme. Or, le peuple de Paris, du moins celui qui prend les Bastilles, était quand même athée, plutôt athée. C'était l'union libre, la fête impériale, même pour les ouvriers. Malgré qu'ils étaient pauvres, ils aimaient bien rigoler. La République sociale qu'est la commune a bien précédé la République bourgeoise, puisque effectivement elle a séparé l'Église de l'État tout de suite et n'a pas attendu. Ceci étant, lorsque les églises ont été envahies pour faire des clubs, ils ont généralement essayé d'avoir un modus vivendi avec les prêtres. À eux l'église le soir, dans la journée, ils les laissaient un peu faire leur truc, quoi. Par contre, au niveau des congrégations, la lutte était beaucoup plus engagée. D'où la présence dans les rangs des otages de nombreux prêtres, et notamment ceux des congrégations jésuites, etc. À la suite de la création d'un comité de salut public, une minorité de la commune proteste contre la politique menée
et démissionne. À la mi-mai, dans les rangs des fédérés, la confusion est à son comble. Après la chute des forts d'Issy et de Vanves, le polytechnicien Rossel démissionne de la délégation à la guerre. Il avait lui-même succédé 2 semaines plus tôt à Cluseret, un ancien général de l'armée nordiste américaine. Et c'est Charles Delescluze, un vieux républicain sans expérience de la chose militaire, qui est nommé délégué à la guerre. C'est dans ce contexte de division, de désorganisation qu'arrive l'événement qui marquera le début de la semaine sanglante et la fin de la Commune. Ce dimanche 21 mai, alors que l'on juge Cluseret, un concert patriotique dont la vedette est la célèbre cantatrice Agar, se déroule aux Tuileries. À la poterne du Point du Jour, près de la porte de Saint-Cloud, un informateur avertit les troupes versaillaises que les bastions sont dépourvus de défenseurs fédérés. Les loups ont envahi Paris, soit de par ici, soit de par Ivry. Les loups ont envahi Paris, cessez de rire, charmant Elvire. Les loups ont envahi Paris. Les troupes du général MacMahon pénètrent facilement dans Paris sans rencontrer de résistance. Aussi, Versailles inventera des scènes de combat pour glorifier cette attaque du 21 mai. Le Conseil de la Commune n'apprendra la nouvelle qu'à la fin de la journée. Ce sera sa dernière séance. Une déclaration de Delescluze est placardée dans tout Paris. Citoyens, assez de militarisme. Plus d'état-major galonné et doré sur toutes les coutures. Place au peuple, aux combattants, aux bras nus. L'heure de la guerre révolutionnaire a sonné. Citoyens, vos mandataires combattront et mourront avec vous s'il le faut. Mais, au nom de cette glorieuse France, mère de toutes les révolutions populaires, foyer permanent des idées de justice et de solidarité qui doivent être les lois du monde, marchez à l'ennemi. La Commune compte sur vous. Comptez sur la Commune. « 900 barricades tenues par des hommes de tous âges, mais aussi des femmes et des enfants, se dressent dans la capitale. Le 23 mai, les Versaillais progressent, enlèvent la Concorde, la gare Montparnasse, la place d'Enfer et s'emparent des canons fédérés à l'école militaire. Pas de prisonniers, les communards, ou supposait-elle, sont immédiatement fusillés. Sous l'effet des obus de Versailles, les immeubles flambent, mais les insurgés sont aussi à l'origine des incendies pour tenter de s'opposer à l'avancée des troupes versaillaises. Les communards se battent avec acharnement au carrefour de la Croix-Rouge, au Batignolles, à la place Clichy. Le général Dombrowski est tué sur une barricade rue Mira. Le 24 mai, de la rue Royale à la préfecture de police, en passant par les Tuileries, Paris brûle. Et à l'intérieur du Panthéon, on se bat au corps à corps. Et à la place Blanche, ce sont des femmes qui défendent les barricades. Ces femmes étaient cantinières, infirmières, soldats. Plus de 10 000 femmes, au jour de mai, combattirent pour la liberté. Les légendes les plus folles coururent sur les pétroleuses, des incendiaires porteuses de pétrole. Il n'y eut pas de pétroleuse. Je ne vis que moi criant « Le feu ! Le feu !» devant ces monstres de Versaillais. À l'annonce de plusieurs centaines d'exécutions sommaires autour du Panthéon, Ferret signe l'ordre de fusiller 6 otages, dont l'archevêque de Paris, Monseigneur Darbois. En quittant l'hôtel de ville, les communards incendient l'édifice et se réfugient à la mairie du 11e. Pourquoi le 11e? Parce que c'était un arrondissement très très communard. C'est là qu'il y avait la plus grande population et le plus grand nombre de fédérés. Plus qu'à Belleville, qui était quand même beaucoup moins habité. Et puis ensuite, le boulevard Voltaire a tenu quand même 3 jours, contrairement aux espérances d'Haussmann, puisqu'ils avaient fait un boulevard très droit pour pouvoir tirer au canon. Ils n'avaient pas pensé que les révolutionnaires pourraient avoir des canons également. Donc ça a tenu 3 jours. Le 25 mai, à la butte aux Cailles, dans le 13e arrondissement, Wróblewski
résistent jusqu'au soir avant de se retirer vers la Bastille. Sur la rive droite, on se bat dans le Marais, aux alentours de la place du Château d'Eau où Delescluze trouve la mort sur une barricade. Les Versaillais comptent 130 000 hommes, bien équipés face à une dizaine de milliers de combattants de la Commune. Ils enlèvent la ville en 5 jours par mouvements tournants qui prennent à revers les barricades. Il ne reste aux communards que les buttes Chaumont, Belleville, le Père-Lachaise, dont les canons pilonnent les Versaillais jusqu'à épuisement des munitions. Quoique bien peu nous pensions tenir longtemps, des obus fouillaient le cimetière de plus en plus nombreux. L'un de nous dit que c'était le tir de la butte qui, étant trop court, tombait sur nous au lieu d'aller vers l'ennemi. La plupart des fédérés étaient blessés par la butte. Tous ces braves au cœur tendre que Versailles appelait des bandits. Leur cendre est à tous les vents. Les os furent mordus par la chaux vive. Ils sont la Commune. Ils sont le spectre de mai. Le 26 mai, la lutte se concentre autour de la Bastille, qui tombe à la fin de la journée. Millières est fusillé sur les marches du Panthéon en criant « Vive l'humanité !» Les combattants de la Villette sont débordés, se replient sur Belleville. La répression est féroce. Les hommes qui ont des traces de poudre sur les mains sont immédiatement fusillés. Le conseil de la Commune n'existe plus. Les élus qui ne se battent pas sur les barricades se replient rue Axo, place forte des fédérés. C'est ici que l'on amènera 50 otages extraits de la prison de la Roquette. Nous sommes ici sur le haut de Belleville, le 26 mai 71, le cortège des otages, avec en tête les enfants perdus du général Eudes, ont emmené donc ces fameux otages jusqu'au jardin de la mort, l'enclos de la mort. Dans ces 50 otages, il y avait donc 10 prêtres, diocésains ou de différentes congrégations. Il y avait donc 3 mouchards, un policier de la brigade politique, Lagrange de l'Empire, et puis le reste était donc des gardes républicains, des gardes de Paris, on appelait ça à cette époque, c'est les gardes républicains d'aujourd'hui, et puis quelques gendarmes. Le photographe Appert a fait une photomontage de la fusillade du mur qui est complètement rocambolesque parce que ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Donc là, sur la photo d'Appert, on voit les communards bien alignés qui fusillaient les curés alors que ça a été un massacre. Les responsables de la commune ou du comité central voulaient empêcher ce massacre. Et en fait, il a été tout à fait sauvage une fois que les otages ont été poussés dans le jardin. Il n'a pas duré longtemps, environ un quart d'heure. Donc on ne sait même pas s'ils ont été fusillés 10 par 10. Et il semble que ce soit une femme, une cantinière, qui ait commencé le feu. C'est le moment d'ailleurs où la photo va servir la répression d'une manière générale. Donc toutes les photos qui étaient prises sur les barricades le 18 mars ou d'autres ont servi à ce moment-là. Et en plus, les colonnes versaillaises avaient les photos avec une description, le nom du gars. Donc ils marchaient et puis aussi des fois ils trouvaient un type, ce qui explique d'ailleurs qu'ils ont fusillé plusieurs Varlins, ils ont fusillé plusieurs Vallès, plusieurs Malons. Parce que le malheureux qui ressemblait à ces gars-là, il passait en pleine rue, il faisait pas trop dans le détail. Le 27 mai, Belleville est attaquée de tous côtés et les combats au Père-Lachaise se terminent à l'arme blanche. Plusieurs centaines de prisonniers sont fusillés devant ce qui deviendra le mur des fédérés. Et la dernière barricade tombera le 28 mai. Selon les recherches que j'ai pu entreprendre, la dernière barricade était au niveau de la station Goncourt et je vais vous lire quelques lignes du rapport du général Montaudoin, armée de Paris, 3e division d'infanterie, 1er bataillon. Ce bataillon s'empare par des cheminements et en peu de temps des nombreuses barricades de la rue Saint-Maur jusqu'à hauteur de l'impasse Saint-Louis. Beaucoup d'insurgés tombent dans les attaques faites à la baïonnette.
Un quart d'heure après tombe la grande barricade de la rue du Faubourg du Temple. C'est pour les insurgés le signal de la reddition. Il est 3 heures de l'après-midi. La guerre civile est terminée. L'insurrection est vaincue. Eugène Varlin. Il était chargé de l'intendance à la commune et membre de l'Internationale. Il sera dénoncé dans la rue après avoir combattu sur les dernières barricades. L'historien et communard Lissa Garet raconte. Par les rues escarpées de Montmartre, lui qui avait risqué sa vie pour sauver les otages de la rue Axo fut traîné une grande heure. Sous la grêle des coups, sa jeune tête méditative qui n'avait jamais eu que des pensées fraternelles devint un hachis de chair, l'œil pendant de l'orbite. Quand il arriva à l'état-major, il ne marchait plus, on le portait. On l'assit pour le fusiller. Les soldats crevèrent son cadavre, à coups de crosse. On chassait l'homme jusque dans les catacombes avec des chiens et des flambeaux. Tout était plein de morts. L'odeur de cette immense sépulture sur la ville morte attirait un horrible essaim de mouches de charnier. Les vainqueurs, craignant la peste, suspendirent les exécutions. Il y avait sur Paris un dôme de fumée. Le vent apportait comme un vol de papillons noirs des fragments de papier brûlé. Versailles étendit sur Paris un immense linceul rouge de sang. Ouais, ben, ça prend dans le vent, ces mauvais jours-là finiront. Et quand, à la revanche, quand les pauvres s'y mettront, et quand tous les pauvres s'y mettront, on traque, on enchaîne, on fusille tout ce qu'on ramasse au hasard. La mère à côté de la fille, l'enfant dans les bras du vieillard. Les châtiments du drapeau rouge sont remplacés par la terreur de tous les jeunes enfants de bouge, valets de rois et d'empereurs. Oui, ça part dans le manche, ces mauvais jours-là finiront. Les morts pour la commune, combien y en a-t-il eu? Combien les Versaillais ont tué de communards? Ils en ont avoué 17 000. Lissa Garet, un des grands historiens, a dit 20 000. On peut parler de 30 000 probablement, qui avaient des populations flottantes. On ne sait pas, et je pense qu'on ne saura jamais. Moi, j'ai trouvé un document qui, pour 12 arrondissements, pour les morts sur les barricades et autour des barricades, qui monte à déjà 7 000. Alors ça ne comporte pas les gens qui ont été fusillés dans les cours prévôtales, dans des tas d'endroits, enfin, suite à leur comparution devant des cours prévôtales, et qui ont été exécutés tout de suite. Donc par milliers, dans les prisons également. Donc on ne sait pas exactement. Après la semaine sanglante, 43 000 hommes, femmes, enfants seront faits prisonniers, beaucoup fusillés ou condamnés à la déportation en Nouvelle-Calédonie, une île accessible après 5 mois de navigation terrible. C'est parce que Paris a fait mourir 64 otages qu'ils ont déchaîné Gallifet, ceux-là c'étaient des personnages. Mais les 30 000 damnés dont le ver boit les lèvres closes n'ont droit sous les cieux étonnés qu'aux larmes de l'aube et des roses. Par le sang qui ruisselle et bout, par le vent qui bat notre porte, par tout ce que l'exil emporte. Debout, 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 jurons de venger notre morte.
Le traité de Francfort fut signé avec l'Allemagne en mai. Thiers pouvait alors féliciter le général MacMahon au mois de juin. Dans les faubourgs parisiens, des professions entières avaient été décimées par la répression ou l'exil. 6000 communards trouveront refuge en Angleterre, en Belgique, en Suisse, tel le géographe Élisée Reclus ou le compositeur Jean-Baptiste Clément. Paris mettra 20 ans pour reconstituer sa main-d'œuvre qualifiée et le savoir-faire de ses artisans disparus. Les anciens de la commune viendront chaque année au mur des fédérés du Père-Lachaise commémorer les 7 semaines durant lesquelles Paris avait rêvé d'un monde plus juste. Cet événement restera la référence du mouvement ouvrier international. Cette plaque a été posée récemment. La plus ancienne, qui a été posée en 1908, se trouve aux Amis de la Commune, dans le 13e arrondissement. Car toute la lutte commémorative qu'il y a eu autour de la commune, avec le retour des communards en 1880, s'est donc organisée autour de la fraternelle des anciens combattants de la commune. Donc, au XXe siècle, quand même, les malheurs ont fini par disparaître. Le dernier communard est mort en Union soviétique en 1942. Il s'appelait Adrien Lejeune. Il avait combattu sur les dernières barricades de Belleville. Il a fallu attendre 130 ans pour que les élus de la capitale inaugurent dans le 13e arrondissement la place de la Commune de Paris. Et en 2004, le square Louise Michel est inauguré face à l'édifice expiatoire des péchés de la commune, le Sacré-Cœur, sur la butte Montmartre. Louise Michel est morte en 1905 à Marseille, mais c'est à Levallois, la ville où elle repose, qu'une station de métro porte son nom. Et aujourd'hui encore, on célèbre chaque mois de mai le souvenir de la commune et du temps des cerises. Mais il est bien court le temps des cerises, où l'on s'en va de cueillir en rêvant des pendants d'oreilles. Cerises d'amour aux robes pareilles, tombant sous la feuille en gouttes de sang. Mais il est bien court le temps des cerises, pendant de corail qu'on cueille en rêvant. J'aimerai toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde au cœur. Il y a des gens qui trouvent bien laid le Sacré-Cœur. Hormis le chapitre esthétique, ce sont probablement des Parisiens qui n'ont pas oublié que ce monument a été érigé par les amis de Monsieur Thiers comme symbole expiatoire de la Commune de Paris. Si ce sujet vous intéresse, je vous conseille quelques scènes lecture aux éditions Gallimard de Jean Baronnet, Le regard d'un Parisien sur la Commune, avec des photos inédites de la bibliothèque historique de la ville de Paris. Et puis, incontournable de Louise Michel, Histoire et souvenirs de la Commune aux éditions de la Découverte. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, vous retrouvez